Et donc, les dirigeants ont déjà trouvé un terrain d'entente sur cette, déclaration, finale. C'est ce que l'on a appris. On va prolonger notre réflexion avec, Louis Magloire, Kemayou. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Je crois que la connexion n'était pas très bonne, mais vous êtes là à présent. Vous êtes président du Club de l'information africaine et directeur de la chaîne de télévision, New World Economy. Ce premier G20 africain, on comprend qu'il représente des enjeux importants pour le président sud-africain qui peut se faire le porte-parole notamment de tout un continent. Oui, en fait, c'est le premier sommet du G20 qui se tient sur le continent africain, mais c'est également le premier G20 qui tient véritablement compte du centre de gravité de la richesse mondiale qui a glissé désormais vers les pays des BRICS aussi et qui doivent être pris en compte. Et c'est un sommet qui va servir notamment à entendre la parole des Africains par rapport à la question des disparités au niveau de la richesse sur le monde, parce que vous savez tous qu'il y a 1% des riches qui détiennent plus de la moitié des richesses du monde et qu'il y a 2% de pauvres, qui a 50%, plus de 50% de pauvres qui détiennent à peine 2% de cette même richesse. Et donc, ce sont toutes ces disparités-là qu'il faut arriver à combler. Et donc, les dirigeants du Sud global estiment qu'à travers ce sommet, dont non seulement l'Afrique du Sud fait partie, mais l'Union africaine, l'organisation continentale aussi, qu'à travers ce sommet, leur voix sera entendue, leurs voix seront entendues. D'autant plus que Donald Trump n'est pas présent, Vladimir Poutine non plus, bien évidemment, Xi Jinping, encore Javier Milei. On se dit qu'il y a là peut-être une opportunité d'avoir une parole, un champ d'expression plus libre du coup pour les participants. Je crois que les États-Unis ont pris la décision souveraine de ne pas venir à ce sommet, mais je pense que c'est également un piège parce que le prochain sommet se tient aux États-Unis. Le relais aurait dû être passé entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Ce ne sera pas le cas. Est-ce que l'Afrique du Sud sera invitée au prochain sommet qui se tiendra aux États-Unis? C'est encore un mystère. Mais je crois que les États-Unis sont restés dans cette dynamique d'exclusion qui a été marquée par les tarifs douaniers, la politique des tarifs douaniers très agressive en direction des différents pays concernés. Et l'Afrique du Sud fait partie du lot. Malheureusement, cette logique va contre le multilatéralisme qui est en train de prôner ce sommet qui se tient en Afrique du Sud et pour la première fois sur le continent africain. Effectivement, c'est ainsi que le président Ramaphosa a ouvert ce sommet du G20. L'Afrique doit utiliser davantage ses propres ressources. Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir se dégager aussi de ce sommet? L'enjeu, on l'a vu avec la crise de la Covid, c'est qu'aujourd'hui, et la crise de la lutte contre le terrorisme, je ne cite pas toutes les autres crises qu'il y a eu avant, mais nous sommes aujourd'hui devant des situations qui ne sont plus exclusivement nationales. Tous ces sujets sont des sujets d'intérêt international et il est important que l'on se retrouve dans des cadres comme celui-ci pour en discuter de façon à la fois décomplexée mais surtout de façon responsable afin que la détresse du monde soit adressée et que chacun se sente concerné par ce qui touche à la fois les pays les plus pauvres et les pays les plus riches. La lutte contre le terrorisme ne choisit pas. Le terrorisme a frappé en Europe, il a frappé aux États-Unis, il frappe en Afrique, il a commencé en Asie. Et si nous fermons les yeux dessus, malheureusement, ce sera comme disait le président Chirac, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Donc les enjeux climatiques, les enjeux de lutte contre la pauvreté, les enjeux aujourd'hui de réforme des institutions financières internationales sont des choses qui doivent être adressées et on ne peut pas le faire en jouant uniquement sur la politique étrangère des États-Unis. Il faut également qu'on sorte de cet état-tête qui fait que, bien sûr, les États-Unis sont une grande puissance internationale et restent l'une des plus grandes puissances internationales, mais l'ordre mondial hérité de la Seconde Guerre mondiale doit être changé, doit tenir compte des réalités de notre temps. Il y a un autre sujet qui est important pour l'Afrique du Sud, mais pas seulement, pour d'autres pays africains, c'est la question des terres rares. Juste avant l'ouverture de ce G20, l'Union européenne et l'Afrique du Sud ont signé un protocole d'accord sur les matières premières stratégiques. C'est vrai qu'on voit là qu'il y a un terrain de compétition entre les Européens, entre la Chine, entre les Américains, et les pays africains se trouvent au cœur de ces aspirations. Oui, l'Afrique, malheureusement, se retrouve encore un peu comme dans les années 50 ou 55, pour être tout à fait précis, lors de la création, du lancement du sommet de Bandung, où il fallait éviter d'être aligné derrière une puissance ou une autre, mais où malheureusement, il fallait trouver un sponsor
pour se protéger de l'une ou de l'autre puissance. L'Afrique est aujourd'hui au cœur de toutes les rivalités internationales. L'Afrique est également devenue un terrain de diplomatie et de conquête diplomatique très important, où l'on retrouve à la fois les pays des BRICS, où l'on retrouve les anciens pays colonisateurs, et où on retrouve également d'autres pays beaucoup moins fréquentables, mais qui également ont compris qu'il y a une profondeur à la fois diplomatique et économique à venir chercher sur le continent africain. Donc, si on veut exploiter le continent africain, puisque c'est le terme, il faut arriver quand même à faire en sorte que l'Afrique, elle aussi, reste vivante, parce qu'une Afrique qui est morte ou une Afrique dont les ressortissants ne sont pas capables de rester sur leur territoire pour produire la richesse, elle ne servira à personne, ni aux Africains, ni à ceux qui sont en train de la conquérir. Donc, l'enjeu, effectivement, des terres rares est important, mais l'autre chose qui est importante, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est la lutte également pour arriver à faire en sorte que la croissance économique et financière sur le continent africain ne soit pas diminuée par le fait que le remboursement de la dette et le service de la dette avalent toute la croissance qui est produite et que l'on ait l'impression qu'il ne se passe rien alors que des efforts sont produits, mais simplement ils sont anéantis par des phénomènes extérieurs au continent. Là, ça pose la question des créances. Il faut effectivement donner aux pays africains une place réelle, en tous les cas plus forte, dans les institutions qui décident de ces règles. Absolument. L'Afrique, au début, on a parlé du Conseil de sécurité où il fallait avoir des membres permanents tenant compte du fait que la plupart des conflits sur lesquels se prononce le Conseil de sécurité au niveau de l'ONU, ces conflits-là ont lieu sur le continent africain. Et malheureusement, il n'y a pas un seul pays africain qui a un siège permanent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut réformer cela. Les économies aujourd'hui qui se tournent vers le FMI ou vers la Banque mondiale sont majoritairement africaines. Et donc, dans ce cas également, je crois qu'il y a une nécessité de réformer qui permette de tenir compte de la réalité. Les grandes agences de notation pour les économies, elles sont basées pour la plupart à l'extérieur. Celles qui sont sur le continent africain n'ont pas la même notoriété et ne bénéficient pas de la même confiance de la part des prêteurs. Et donc, il est important aujourd'hui de tropicaliser au sens le plus noble du terme également ce processus de notation des agences africaines et de revenir à une question de la gestion de la dette qui soit responsable et qui tienne compte également des réalités du terrain dans les pays africains, de réalités qui font que si vous empruntez en dollars ou en euros, il suffit qu'il y ait une dépréciation de votre monnaie pour que, au moment de rembourser, vous vous retrouviez dans des situations très compliquées avec un risque d'impayé qui soit très élevé. Donc, je pense que tous ces sujets-là, j'espère qu'ils seront abordés parce que s'ils ne le sont pas lors de ce sommet à Johannesburg, il y a de fortes chances qu'ils ne le soient pas lors du sommet aux États-Unis, puisque on aura fermé la porte, on aura fermé le processus de consultation des pays du Sud qui a été engagé avec ce sommet de cette présidence sud-africaine du G20 et malheureusement, on restera dans un risque très élevé non pas risque de choc des civilisations, comme on le craignait dans les années 80-90, mais d'un choc des inégalités qui nous conduira vers un monde chaotique, malheureusement, si aucune réponse n'y est apportée. Vous venez de le dire, là, effectivement, on est en train de refermer ce cycle des présidences du Sud global. Qu'est-ce que ce cycle aura permis de faire émerger, d'initier? Je pense que le cycle de présidence des pays du Sud global aura permis au moins de faire comprendre qu'il existe un Sud aujourd'hui global qui n'est pas qu'africain, mais qui est en train d'impacter le changement, l'équilibre économique et financier du monde. La croissance du monde ne dépend plus uniquement des pays du G7, il dépend aussi d'une grande partie des pays qui sont dans ce Sud global et qui constitue près de 80% de l'économie mondiale. Donc, en tenir compte, ce n'est pas une hérésie. Et je pense que de l'autre côté aussi, entendre la voix des Africains, la voix des pays du Sud de façon générale, aujourd'hui, sur les sujets les concernant, c'est également le bon sens qui est en train de parler. Louis Magloire Kemayou, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous dans Paris Direct. Il est